Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le titre qu'on m'a proposé est culturellement français, pas américain. Certes, laïcité se traduit aisément par sécularisme, qu'il s'agisse de neutralité de l'État, de morale laïque ou plus généralement de sortie du religieux. Ce sont des signifiants qui trouvent leur origine dans le langage religieux ou ecclésial et qui renvoient au même signifié, mais les connotations sont différentes. Pour le comprendre de manière concrète, allons sur le site de l'Union américaine pour la séparation de l'Église et de l'État, Americans United for Separation of Church and State, qui publie la revue Church and State. Son histoire, ses moyens, son activisme judiciaire, sa vigilance envers toutes les manœuvres de la droite religieuse sont remarquables. Le directeur exécutif de l'association américaine est un pasteur, le révérend Barry Lynn. Jusqu'en 1972, le nom de l'union était d'ailleurs Protestant and Other Americans United for Separation of Church and State. Barry Lynn est un pasteur de l'United Church of Christ, l'église à laquelle appartient le président Obama. Cette église a un programme très libéral au sens américain du terme. Elle est en guerre contre les fondamentalistes, célèbre les mariages gays, soutient le droit à l'avortement, donne des cours d'éducation sexuelle avec distribution de préservatifs, etc. Chez nous, les partisans de la laïcité institutionnelle sont souvent des adeptes de la morale laïque, qui n'appartiennent pas à une religion et sont non seulement anticléricaux mais parfois même antireligieux. Ils sont deux fois séculares, ce sont des laïcs laïques, et la seule idée que le président du Centre d'action laïque pourrait porter le titre de révérend fait sourire. Or, nous rencontrons d'emblée dans notre recherche des laïcs protestants. Il existe aussi bien entendu des athées militants, parmi lesquels des personnalités connues, qui se regroupent en diverses associations, mais au niveau national, ils ne sont guère populaires. Et comme la droite religieuse a déclaré la guerre au sécularisme athée, elle use d'une rhétorique qui joue sur l'ambiguïté. Donc, ce qui est assumé ici risque de discréditer là-bas, et l'on voit des défenseurs de la laïcité institutionnelle suggérer aux humanistes mécréants de mettre une sourdine, car ils font le jeu de l'ennemi commun. Si j'étais américain, j'aurais probablement choisi un autre titre, mais il a le mérite de faire comprendre d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un monde quelque peu différent et d'aborder ainsi les questions que nous nous posons habituellement. Pourquoi les institutions les plus laïques vont-elles de pair avec davantage d'appartenance religieuse, et l'impopularité des athées, dans une société pourtant individualiste et matérialiste? Remarquons d'abord qu'il faut nuancer. Si les chiffres globaux restent dans l'ensemble supérieurs à ce qu'on connaît en Europe, l'appartenance religieuse et l'assistance régulière au culte sont en constante érosion. 2/3 d'Américains se déclarent religieux mais ils ne sont une majorité à pratiquer régulièrement que dans la Bible Belt et l'Utah, pour se retrouver de 20 à 30% de la population en Nouvelle-Angleterre et sur la côte ouest, bien moins encore dans certaines grandes villes, Boston, San Francisco. Mais dans l'ensemble, il est plus usuel de se déclarer sans préférence que de se proclamer athée. Pourquoi constate-t-on, en dépit de la neutralité de l'État, la présence d'éléments religieux dans la sphère publique, qu'il s'agisse de la religion civile ou des programmes politiques? On répondra en premier lieu qu'en terre protestante, ainsi que le souligne Marcel Gauchet, la modernité n'a pas mis aux prises Église et État comme en terre catholique. Pour le reste, l'explication se trouve dans l'histoire, à laquelle il est constamment recouru, y compris dans les décisions des juges. Une approche historique est donc nécessaire et comme notre ignorance à ce sujet est grande, il faut commencer par le commencement. Un peu d'histoire. L'époque coloniale, 1607 à 1776. 1607, c'est la première colonisation anglaise, la Virginie, avec la fondation de Jamestown, Jacqueville, du nom du roi, qui comme les autres, exporte dans son empire sa religion d'État, en l'espèce l'anglicanisme. Ce sera une société agricole dominée par des aristocrates, grands propriétaires ayant à leur service des esclaves et des petits blancs, à l'origine souvent gens de sac et de corde. Le Nord sera très différent. La tension socioculturelle Nord-Sud est donc initiale et va marquer toute l'histoire ultérieure, y compris de nos jours. La Nouvelle-Angleterre sera puritaine. Ce terme, initialement ironique, recouvre plusieurs églises dont les membres ont en commun d'être des calvinistes maniaques de la pureté selon leurs détracteurs.
Cette exigence de pureté dépasse de loin la morale sexuelle à laquelle l'usage contemporain tend à les réduire de façon dérisoire. N'oublions pas que les puritains vont jouer un rôle capital dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'histoire britannique avec l'épisode républicain du Commonwealth sous la houlette du plus célèbre d'entre eux, Cromwell. En 1620, un petit groupe de ces dissidents à bord du Mayflower sous la direction de William Bradford échoue par hasard ou par providence sur un rivage inconnu qu'ils appelleront Massachusetts, c'est-à-dire le Grand Roi dans la langue indigène telle qu'ils la comprennent. Sur le navire, ils ont rédigé le Mayflower Compact qui les constitue encore politiques et qui donnera du grain à moudre aux philosophes du contrat social. Ils fondent Plymouth. En 1630, l'Arbella et une petite flotte sous la direction de John Winthrop arrivent aussi au Massachusetts. Ils vont fonder Salem, Jérusalem, puis Boston, qui sera la ville située sur une montagne, selon les termes du célèbre sermon. Rien qui rappelle le roi d'Angleterre, ils ne viennent pas en son nom, il le fuit, il les rattrapera mais avec une charte. Ces mal-aimés viennent-ils au nom de la liberté? Pour créer un État qui sera séparé de la religion? Pas du tout. Ils visent à leur parfaite union selon la théologie de l'Alliance Covenant, qui, selon les clergymènes congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre, veut que l'Alliance, le contrat entre Dieu et chaque élu, s'étende aux communautés sociopolitiques formées par les fidèles. Dans une société dont la cohésion est ainsi assurée, la religion d'État sera un calvinisme strict, prédestination, salut par la grâce et non les œuvres, avec assistance obligatoire au culte. Mais leurs républiques contiennent en germe la démocratie et les Lumières. Prêtres et responsables politiques, qui ne peuvent être les mêmes personnes, il s'agit de théocentrisme, non de théocratie, sont élus par les fidèles citoyens. Ceux-ci ont le devoir de comprendre la révélation sous les deux formes des Saintes Écritures et du grand livre de la nature. On instaure l'enseignement obligatoire, au niveau primaire en tout cas, au niveau secondaire dans toute localité d'une certaine importance. Pour l'élite, le supérieur ne tarde pas. Dès 1636, le Harvard College, du nom d'un pasteur puritain, est créé. Il s'agit d'éclairer le monde pour le convertir. À l'époque, l'absence de séparation de l'Église et de l'État est pratiquement universelle en Europe, la liberté religieuse l'exception plutôt que la règle. Donc en gros, officiellement le Sud sera anglican, la Nouvelle-Angleterre puritaine. Dans les États intermédiaires, la situation varie au gré des contingences historiques, avec une certaine diversité qui peut être due aussi à quelques grandes personnalités, à commencer par Roger Williams, 1603-1683. Ce pasteur puritain remet en cause la version congrégationaliste de la théologie de l'Alliance. La grâce ne s'obtient pas par la coercition, il faut donc proclamer la liberté religieuse et séparer Église et État. Au terme de sa controverse avec John Cotton, il est banni en 1636 et recueilli par les Indiens et fonde Providence, Rhode Island, où il accueillera tout le monde, y compris, tient-il à préciser, les Mahométans. Dira-t-on qu'un pasteur puritain est le père de la laïcité? Cela sonnerait faux, puisque son point de vue est celui d'un théologien. L'Église se perd à vouloir régir le monde, il faut restaurer un mur de séparation entre the Garden of the Church and the Wilderness of the World. Autre personnalité, Lord Baltimore, Cecilius Calvert, baron, 1605 à 1675, qui laissera son nom à la grande cité du Maryland, colonie dont il avait hérité. Il était catholique, mais ne s'en est pas pris aux protestants qui s'y trouvaient, essayant au contraire d'organiser une coexistence pacifique. Terminons ce survol du XVIIe siècle avec William Penn, 1644 à 1718. Ce fils d'amiral devient Quaker et fonde en 1682 la Pennsylvanie, dont il est propriétaire. Non seulement il sauve ainsi ses coreligionnaires partout persécutés, mais il instaure une complète liberté de religion et de culte. Cet événement est d'une importance particulière, en raison de la taille du territoire et du fait que Philadelphie, au siècle suivant, va devenir la ville la plus riche et la plus peuplée des futurs États-Unis, attirant d'autant plus l'attention des Lumières que le bostonien Benjamin Franklin, 1704 à 1790, s'y est établi. À cette époque éclairée, on trouve toujours la bipolarité des origines et la diversité intermédiaire. Mais en 1689, l'Angleterre a adopté l'acte de tolérance relative, limité aux trinitariens non papistes,
tout en gardant sa religion d'État, l'Église d'Angleterre qui, après tous les bains de sang, ne cherche pas la bagarre et se satisfait d'une théologie molle, plutôt newtonienne. Il en va de même dans les colonies, qui vont parfois plus loin, y compris là où la couronne a étendu son autorité et où l'on trouve le cas échéant deux religions d'État. D'autre part, les élites, dont bien des clergymen formés dans les mêmes universités, Harvard, mais aussi Princeton et Yale, Columbia à New York et William and Mary en Virginie, sont souvent non seulement des partisans mais des acteurs des Lumières dans la vie civique, politique et académique. Ainsi à Boston, d'où partira la Révolution, et où la première loge d'Amérique a été fondée en 1733, on trouve une grande liberté de pensée et d'expression, le libre examen et les idées nouvelles sont fréquemment prêchées en chaire. Le calvinisme officiel est en déclin parmi les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.